Oui, la question qui s'est donc posée à moi, que je me suis posée, et que je vous propose d'examiner là, aujourd'hui, sans prétendre à quelque exhaustivité, concerne donc la démocratie en Afrique. Donc euh, et cette question s'énonce ainsi, c'est-à-dire comment est-ce possible que les organisations africaines, à commencer par l'unité africaine, l'UA, et la CEDEAO en Afrique de l'Ouest, comment est-ce possible que ces organisations, alors même, alors même que la démocratie n'est pas une condition d'adhésion, n'est-ce pas, des États africains à ces organisations. Hein. Il n'est pas dit, si vous n'êtes pas une démocratie, ou si vous ne respectez pas les principes de la démocratie, vous ne pouvez pas adhérer à la CEDEAO ou à l'unité africaine. Non. Alors comment se fait-il que aussi bien l'unité africaine que la CEDEAO en Afrique de l'Ouest se comportent comme les gardiennes de la démocratie, euh, ont recours à la démocratie, au principe de la démocratie, pour vouloir sanctionner des États qui ne correspondraient pas, qui ne respecteraient pas les principes démocratiques. Et surtout que, en Afrique, il n'y a pratiquement pas de pays, à quelques exceptions près, il n'y a pratiquement pas de pays qui soit une démocratie, n'est-ce pas? Comment peut-on utiliser un principe qui est celui de la démocratie pour sanctionner alors que personne, aucun État, n'est véritablement une démocratie en Afrique? Les pays qui essayent d'être des démocraties, on peut les citer, il n'y a pas plus, il y en a pas cinq. C'est-à-dire qui fonctionnent sur le principe de l'alternance démocratique. En Afrique de l'Ouest, le Sénégal, assez stable de ce point de vue. Euh, En Afrique de l'Est, le Kenya, même si les transitions sont, les alternances sont souvent violentes, mais il n'y a pas de coup d'État. Donc Sénégal, Kenya, la nouvelle Afrique du Sud, euh, c'est tout. Hein. Tout le reste, ils ont connu des coups d'État jusque récemment, et il n'y a pas, il y a pas un État africain. Vous voyez, sur 54, enfin, peut-être que j'en oublie un ou deux en Afrique australe, mais il n'y a pas un grand monde qui soit en Afrique euh, des, euh, de démocratie. Alors, comment est-ce que la démocratie peut servir de motif, de raison pour sanctionner alors que personne n'est une démocratie? Vous voyez? En comparaison, vous voyez, en Europe, l'Union européenne, une des conditions pour adhérer à l'Union européenne et la condition pour inclure, pour intégrer les États, les anciens États du bloc de l'Est, les États, les ex-États communistes ou socialistes de l'Europe de l'Est pour les intégrer dans l'Union européenne, la condition c'est, une des conditions c'est, euh, à côté des critères économiques de gestion de budget, pas être trop endetté, par exemple, ben, il y a la condition de la démocratie, le respect euh, des valeurs démocratiques, n'est-ce pas? Euh, et donc, une fois on a respecté euh, ces, ces conditions, on peut adhérer parce qu'il n'y a pas un État en Europe euh, qui pourrait se risquer à faire un coup d'État. Parce que ça, c'est une certitude. La démocratie est une valeur en Europe. Et donc, sur cette valeur-là, on peut fédérer, on peut s'unir. Et encore une fois qu'on est à l'intérieur de l'Union européenne, on peut euh,
manifester aussi ces différences euh, ou en sortir de façon démocratique. Deux exemples. La Hongrie de Orban et aujourd'hui en Europe, dans l'Union européenne. C'est le seul pays en Europe qui soutienne Moscou, euh, Poutine, n'est-ce pas? Mais le principe démocratique veut que on ne puisse pas l'exclure s'il n'y a pas une unanimité des États membres euh, pour l'exclure. Et à l'heure actuelle, il y a au moins un État qui soutient encore la Hongrie à l'intérieur de l'Union européenne. Le deuxième exemple, eh bien, Orban, il parle de l'Union européenne, de Bruxelles, comme d'un impérialisme. Hein. Il critique la presse et euh, oui, les journalistes et les opposants de son pays. Il les traite de tous les noms. Ce sont des punaises, ce sont des insectes. Vous voyez, Bruxelles, c'est de l'impérialisme qui ne veut pas subir. Exactement comme le discours que tiennent les gens aujourd'hui de l'ADS, de l'Alliance des dictateurs du Sahel. Mais à l'intérieur, mais la Hongrie de Orban est à l'intérieur de l'Union européenne. Hein, une union de pays démocratiques, de démocratie avant tout, ou en tout cas qui s'engagent à faire de la démocratie une valeur, hein, à respecter les valeurs démocratiques. Le deuxième exemple, c'est la Grande-Bretagne, c'est le Royaume-Uni qui en est sorti, mais tout aussi démocratiquement, n'est-ce pas? C'est là qu'il y a encore une différence avec l'ADS, l'Alliance des dictateurs du Sahel. C'est le peuple britannique, c'est le peuple anglais, oui, britannique, qui a décidé de quitter euh, l'Union européenne. C'est pas un premier ministre, c'est pas un responsable ou un parti qui a décidé, comme bon lui semble, de sortir les Britanniques de l'Union européenne. Donc voici en comparaison, euh, ce que pourrait être une unité africaine ou une organisation africaine euh, qui fasse de la démocratie une condition d'adhésion. Il n'y a pas de condition d'adhésion en Afrique. C'est d'ailleurs curieux. Et c'est pour ça que je trouve que ces organisations africaines, l'unité africaine comme la CEDEAO, sont des constructions euh, seulement utiles pour les juristes, franchement. Quand moi j'essaie de lire, je ne trouve aucun intérêt philosophique. Ça ne pose, ou plutôt, ça pose, si, il n'y a aucun intérêt pour une réflexion, pour une pensée philosophique, de philosophie politique. Ce sont des constructions juridiques, oui, des articles, des principes bien bâtis, bien construits, oui, pour que des juristes travaillent. C'est tout. Mais des questions de fond, fondamentalement, si on veut s'y intéresser en tant que philosophe, il y a on se heurte quand même à des questions. On se dit, mais ça sert à quoi? Donc, cette question-là, comment ça se fait qu'une organisation se crée, se mette en place sans critères d'adhésion, sans condition d'adhésion? C'est quoi la condition d'adhésion? Donc, ça veut dire que vous êtes, en principe, euh, vous êtes à peu près une démocratie, quel que soit en quelque sorte votre régime, le régime politique de votre gouvernance, n'est-ce pas, dans votre pays indépendant. Euh, Ça, par contre, l'indépendance, toutes ces organisations, dans leurs textes, le soulignent tout le temps. Hein, préserver les frontières des États membres, ça revient de façon insistante, hein, n'est-ce pas? Donc, non-ingérence. Donc, on se replie finalement, tout en s'unissant. Euh, alors, quel que soit donc votre gouvernance, votre régime, euh,
que ce soit une dictature ou un régime de plus de liberté qui essaye de construire la démocratie, eh ben, vous vous retrouvez ensemble. C'est curieux, ça. Euh, c'est un mélange étonnant. Oui. Et donc, comment ça se fait que, bah, imaginez un président sénégalais, sud-africain, ou comme je dis, kenyan, aller s'asseoir à côté bah, de putschistes du Sahel, d'Afrique de l'Ouest. C'est curieux. Mais ça s'est exprimé, comme je le disais, je le rappelais la dernière fois lors de la dernière conférence de l'UA. Et euh, les propos de M. Youssouf Ali de Djibouti, que j'oubliais, qui disait tolérance zéro pour les changements de pouvoir anticonstitutionnel. Tolérance zéro. Oui, d'accord, mais ça ne. Au départ, dès le départ, il n'y a pas de condition, il n'y a pas de condition euh, qui soit la démocratie pour pouvoir adhérer à l'unité africaine ou à la CEDEAO. Donc tout le monde est admis, hein, qu'on soit un dictateur ou pas. Donc tout ça, encore une fois, philosophiquement, ça ne tient pas la route. Ça pose un problème. Euh, on peut, euh, on peut d'ailleurs on peut d'ailleurs remarquer en lisant ces textes juridiques, euh, euh, l'acte constitutif euh, de, de l'unité africaine, euh, le traité révisé de la CEDEAO en 93, et puis la charte, aussi bien la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, euh, que l'aspect politique, ou du moins la démocratie n'est pas la priorité. La démocratie n'est pas la raison d'être, le motif, euh, ni, comme je dis encore, ni la condition de ces unités. Après tout, l'unité africaine, euh, euh, de de sa mère, l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, a été fondée, au moins il y avait une raison. Quand l'OUA a été fondée, c'était autour de la lutte pour l'indépendance. En 63, tous les pays africains n'étaient pas encore indépendants. Un pays comme le Kenya, justement, venait à peine d'être indépendant en décembre 63. Et il y avait encore l'apartheid, hein. Et en Angola, toujours, évidemment, la guerre civile, etc. Donc, c'est la paix et l'indépendance des États africains n'étaient pas assurées. Euh, et donc, c'était une raison de s'unir, une raison pour les États africains d'être solidaires. Euh, mais justement, une fois ces États indépendants, devenus indépendants, une fois l'apartheid terminé en Afrique du Sud, euh, une fois la guerre civile en Angola, comme je vous disais, à la faveur donc de la fin de la guerre froide aussi, une fois cette guerre froide achevée, il n'y a plus, il y a plus de raison, il n'y a plus de ciment, hein, qui fédère les États africains et certainement pas la démocratie, n'est-ce pas? Dans le dans l'acte constitutif de l'unité africaine du 11 juillet 2000 à Lomé, euh, il est dit comme autre objectif, hein, article 3, alinéa G, qu'il faut promouvoir les institutions démocratiques. Puis, article 4, alinéa P,
qu'il faut condamner et rejeter les changements anticonstitutionnels. Oui, mais bien sûr, là encore, sans que la démocratie soit une condition d'adhésion à l'unité africaine. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, dans son préambule, la charte de juin 1981, signée à Nairobi au Kenya, dans son préambule, subordonne même, j'allais dire la politique, ben, à l'économique, hein, carrément. Il est dit que la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels garantit la jouissance des droits civils et politiques. Autrement dit, euh, que vous viviez, que vous soyez africain, que vous viviez sous une dictature, euh, cela a moins d'importance que d'être, j'allais dire, un consommateur, quoi. Vous voyez, du marché euh, africain, ou de bénéficier. Mais comment est-ce que des droits sociaux, hein, le droit à la santé, etc., à l'éducation, pourraient être garantis, pourraient être assurés si le régime politique n'est pas un régime de liberté, n'est-ce pas? Sous une dictature. Or, c'est précisément, selon le préambule non, de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, de subordonner, de faire dépendre la jouissance, hein, des droits civils et politiques, hein, liberté d'expression, liberté de vote, etc., à la satisfaction, hein, à la satisfaction des besoins économiques, sociaux et culturels. Ça, c'est parlant, n'est-ce pas? La politique, et à l'intérieur de la politique, donc la démocratie, n'est pas prioritaire, hein, dans ces organisations. Troisième exemple encore, le traité de la CEDEAO révisé donc le 24 juillet 1993 à Cotonou, euh, article 4, alinéa J, c'est ça, parle de promouvoir là aussi et de consolider un système démocratique de gouvernement. Mais euh, comment vous allez promouvoir, comment vous allez consolider un système démocratique de gouvernement si aucun d'entre vous, si personne n'est une démocratie? Pour le consolider, il faut au départ être une démocratie. C'est pas l'Union, c'est pas la CED, ce n'est ni la CEDEAO ni l'unité africaine qui vont rendre les États africains démocratiques. Soyons sérieux. Non, absolument pas. Vu que dès le départ, tout le monde est invité. L'amalgame des, euh, de ceux qui s'efforcent d'être démocrates avec des putschistes d'hier et d'aujourd'hui et certainement de demain. Ben, le motif de départ, ce qui a motivé donc la création de l'organisation de l'unité africaine en 63, était donc la non-indépendance des États africains. Ça, c'est un motif qui, en Afrique, enfin, politiquement, semble fonctionner, qui semble justifier à chaque fois euh, les alliances, les unions, et donc aujourd'hui aussi, apparemment, hein, vous le voyez bien, en Afrique de l'Ouest, l'alliance des dictateurs du Sahel évoque le fait que bah, l'Afrique n'est toujours pas libre, n'est-ce pas? Il faut, il faut s'allier, il faut s'unir entre dictateurs parce que on n'est pas libre. Mais en même temps, moi j'invite ces États, leurs chefs d'État et leurs intellectuels, leurs juristes,
à lire, à consulter leur propre constitution et toutes les constitutions du monde, en tout cas la plupart des constitutions, quasiment toutes les constitutions du monde, où on voit, ça ce sont des questions philosophiques, ce n'est plus des questions, ce ne sont plus des questions juridiques, philosophiques. Dans ces constitutions, y compris dans les leurs qu'ils ont suspendues, hein, il est écrit à chaque fois que la souveraineté vient du peuple, n'est-ce pas? La souveraineté vient du peuple. Euh, si nos États ne sont pas libres, pourquoi avons-nous écrit comme les autres? Pourquoi écrivons-nous des constitutions où nous mettons que la souveraineté vient du peuple? Comment un peuple qui n'est pas libre, qui est encore colonisé, qui est encore exploité, pourrait être source de souveraineté? Vous voyez, cet argument-là ne tient pas longtemps, n'est-ce pas? Je rappelle que l'ANC, quand l'ANC se battait contre le régime d'apartheid en Afrique du Sud, l'ANC n'avait pas, évidemment pas, puisqu'il n'y avait pas d'État sud-africain libre, l'ANC n'avait pas de constitution. L'ANC ne pouvait pas écrire de constitution. Le pays était divisé, n'est-ce pas? Mais l'ANC avait une charte de la liberté. Vous voyez, on n'écrit pas des constitutions si on n'est pas libre. Nos États, tous nos États, hein, regardez, tous nos États, pas seulement, comme tous les autres, comme la France, les grandes puissances, n'importe quel État souverain, jamais colonisé, cette phrase, cet article, vous trouverez toujours cet article que la souveraineté vient du peuple. Si vous l'écrivez dans des constitutions, vous ne pouvez pas dire, ou alors on ne sait pas, on se contente de recopier, et de copier les autres, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes pas libre et justifier des alliances entre dictateurs pour, pour vous libérer, n'est-ce pas? Hein, j'invite ces chefs d'État, ces dictateurs et leurs intellectuels, juristes, philosophes et autres à, à regarder ça de près, cette question-là. Comment est-ce que nous pouvons, nous, Africains, écrire des constitutions, n'est-ce pas, alors que nous ne sommes pas libres, alors que nos États sont encore colonisés, etc., sous la coupe de la France-Afrique, etc. La démocratie, on peut la critiquer, elle est critiquable. Nous critiquons la démocratie, mais ce qui me semble plus intelligent, plus rationnel, ce serait de proposer au monde, de proposer aux démocraties du monde, de proposer mieux, n'est-ce pas? Mieux que la démocratie que nous critiquons. Parce que quand nous rejetons quelque chose comme euh, n'étant pas bonne, voire dangereuse, ça veut dire que nous avons bien meilleur. Eh bien, proposons, le monde nous attend. Le monde entier nous attend l'Afrique. Que l'Afrique propose. C'est là, c'est pas là que l'Afrique va rentrer dans l'histoire, comme disait l'autre, n'est-ce pas? Si l'Afrique n'y est pas déjà, ben, ce serait la révolution africaine qui vient, n'est-ce pas? Que l'Afrique soit la terre d'où viendrait quelque chose comme une démocratie bien meilleure que celle que nous connaissons dans le monde, en Occident, n'est-ce pas? Et donc le monde occidental à la fois se félicite et se vante. Donc proposons mieux.
proposons mieux que la démocratie que nous critiquons. Parce que ce n'est pas très intelligent d'opposer à la démocratie dite, de type occidental, des pays, des puissances, des pays occidentaux. C'est pas très intelligent, c'est même pas du tout intelligent d'opposer à cette démocratie non pas plus de liberté et de démocratie pour nos peuples négro-africains, qui sont aussi des hommes comme les autres. C'est pas très intelligent de leur opposer, d'opposer à cette démocratie la dictature. Voyez. Vous dites que la démocratie ne vaut rien, mais vous n'avez rien à proposer de mieux que la dictature. Qu'est-ce qui est pire, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui est pire? Est-ce la dictature ou la démocratie, la mauvaise démocratie? Deuxième chose, c'est euh, la confusion autour de la notion d'élection. Les élections, au niveau politique, sont un outil à usage varié, n'est-ce pas? Comme un outil, n'importe quel outil, un couteau, par exemple. Si je me sers d'un couteau, je peux découper un poulet, n'est-ce pas? Couper du gombo, de la tomate, pour faire la cuisine. Mais je peux aussi me servir de ce couteau pour poignarder quelqu'un, n'est-ce pas? Le même couteau qui est un outil. Est-ce que c'est la faute au couteau? Si le couteau est aussi bien destiné à un usage innocent de cuisine que à un usage euh, plus, j'allais dire, plus tragique, d'assassiner quelqu'un, c'est pas la faute au couteau, n'est-ce pas? C'est pareil pour les élections. Les élections sont un outil et elles ont été, j'arrive donc tout de suite, elles ont donc été utilisées comme telles par les colons pour nous transmettre l'indépendance. Avant ça, je vais le montrer donc du coup par les exemples euh, à travers lesquels je vais, oui, aussi montrer que la démocratie, le multipartisme euh, sont une exception en Afrique indépendante, post-coloniale, n'est-ce pas? Mais avant ça, je reviens quand même sur cette question de l'unité des unités ou des unions africaines. Là, le panafricanisme ne peut pas être, pas plus que la démocratie, euh, une condition d'adhésion, n'est-ce pas? Euh, en Afrique, voyez-vous, on s'est fondé tour à tour sur le marxisme-léninisme, quoi? Oui, sur le multipartisme. Ce sont des vagues, vous voyez, euh, en même temps comme des modes successives. Euh, Aujourd'hui, le panafricanisme. Et ce qu'on doit remarquer, c'est que des dictateurs ou civils ou militaires euh, sont prêts ou utilisent même encore cette vague du panafricanisme pour se maintenir au pouvoir. Vous voyez un Eyadema, un fort Eyadema du Togo. Vous voyez le discours, on récupère le discours du panafricanisme pour ne pas partager le pouvoir. Vous voyez
Si vous ne, si vous n'êtes pas prêt à partager le pouvoir dans votre propre pays, enfin, j'y reviendrai dans les exemples. Comment est-ce que vous allez partager votre pays avec les autres pays africains dans une unité ou une union panafricaine, n'est-ce pas? C'est ça le paradoxe, la contradiction euh, politique par excellence en Afrique. Moi, depuis un an ou, enfin, depuis qu'il y a les coups d'État, qu'il y a des coups d'État au Sahel, j'ai remarqué quelque chose dans le discours, dans les sorties, dans toutes les sorties, pratiquement, d'un président du vieux Denis Sassou Nguesso du Congo. Euh, il fait à chaque fois référence au panafricanisme. Le vieux Sassou se rappelle euh, de quelque chose comme le panafricanisme. Parce que c'est porteur, parce que c'est mobilisateur, parce qu'il sait que la jeunesse aujourd'hui s'y intéresse. C'est mobilisateur pour lui. Donc, on va surfer sur cette vague du panafricanisme pour encore rester au pouvoir, n'est-ce pas? Et là-dessus, je ne pense pas qu'il y ait quelque conviction que ce soit. Donc, le panafricanisme est en train d'être réutilisé, comme le marxisme-léninisme, euh, contre les Africains pour servir la dictature. Et donc, si c'est cette dictature qu'on veut opposer à la démocratie et aux démocraties du monde, au prétexte qu'elles seraient des puissances coloniales, des anciennes puissances coloniales, je pense que c'est pas intelligent. C'est pas notre honneur d'Africains et de nègres, franchement. Il y a deux choses, deux exemples dans le monde qui de d'éloignement, d'écart par rapport à l'Occident, euh, euh, mais à mieux ou à égalité. Il y a deux pays qui euh, ne rentrent pas dans euh, des schémas, dans les cadres de, de l'Occident. La Corée du Nord. Mais la Corée du Nord, c'est pas politiquement par la démocratie ou par l'économie que la Corée du Nord se tient loin, sort du monde occidental et s'en éloigne. Voire plus. C'est du côté de l'armement. Une bombe nucléaire, n'est-ce pas? C'est-à-dire que si vous, si vous sortez, si vous rejetez le monde occidental, en l'occurrence la démocratie, il faut avoir autre chose d'équivalent ou de meilleur. Hein? La Corée du Nord. C'est pas par la démocratie que la Corée du Nord peut se tenir à distance et de façon souveraine du monde occidental, c'est par les armes. Le deuxième exemple, c'est la Chine, n'est-ce pas? Là encore, c'est pas par le système politique de gouvernement de la Chine que la Chine euh, euh, sort du monde occidental, mais c'est du côté de l'économie et de la technologie, de l'intelligence. La Chine euh, ne se laisse pas compter sur le plan de l'intelligence et de l'inventivité, de la créativité, en quoi elle n'a rien à envier à l'Occident. Vous voyez, ce sont deux choses. Enfin, je me rappelle quand la technologie chinoise, il y a quoi? Il y a 20 ans, 15 ans, 10 ans, hein, tout le monde se moquait des produits chinois. Hein. C'était péjoratif de dire, ben, ça c'est encore du chinois, ça. Mais aujourd'hui, les Chinois sont ceux-là qui inondent le monde de produits très sophistiqués. Vous voyez? Euh, donc, ça veut dire, on n'a pas besoin d'être des Occidentaux ou de s'assujettir au mode de vie ou aux valeurs occidentales eh ben, pour être souverain et être ce qu'on est, mais on peut aussi inventer autre chose. C'est ce que nous, les Africains,
jusqu'à présent, nous sommes incapables de faire. Hein. Nous critiquons, nous rejetons, mais nous ne proposons pas mieux. Nous sommes incapables de proposer mieux. Nous proposons pire, la dictature. OK? Donc, les élections, je m'en vais là vous donner euh, les exemples euh, qui montrent que les États africains, euh, dans leur transition, dans leur passage de la colonisation, de la période coloniale aux indépendances, ont le plus souvent, sinon toujours, à chaque fois bénéficié de cet outil politique qu'étaient les élections proposées par les colonisateurs français, en l'occurrence, ou britanniques. Parce que ça, c'est une valeur chez les Occidentaux, même colonisateurs, euh, que le seul moyen de désigner quelqu'un, de choisir quelqu'un politiquement, hein, c'est de passer par des élections, hein, n'est-ce pas? Euh, et donc, la plupart, ou plutôt même tous les États africains qui ont accédé à l'indépendance, avant les indépendances, il y a eu des élections. Hein. Et donc, au moins deux partis qui se sont opposés et qui ont désigné ben, soit un député, soit un ministre, euh, un premier ministre, hein, pour le système anglais. Hein, c'est le cas du Kenya, n'est-ce pas? Jomo Kenyatta était euh, euh, non pas président, puisque n'étant pas indépendant, le Kenya était encore la propriété de la reine, donc premier ministre du Kenya. Euh, Voici donc les exemples au hasard. Hein, je vais en choisir pêle-mêle, mais le chemin est toujours le même. Hein. Je prends le cas du Gabon. Le Gabon. Il y avait deux partis euh, en opposition. Le BDG, le bloc démocratique, n'est-ce pas, gabonais, de Léon Mba, le premier président gabonais, qui était opposé à l'Union démocratique et sociale gabonaise de Obama, Jean-Hilaire Obama, n'est-ce pas? Et puis, euh, en 63, quand le Gabon est devenu indépendant, il y a eu un coup d'État en 63 au Gabon qui a renversé Léon Mba, qui a provoqué l'intervention de la France pour rétablir Léon Mba. Donc Léon Mba a gouverné jusque 1967. 1967, il est décédé et il est remplacé donc par un certain Omar Bongo. Omar Bongo qui crée dans la foulée le PDG, hein, qui est la suite euh, qui hérite en quelque sorte du BDG, du Bloc démocratique gabonais, et qui devient PDG, Parti démocratique gabonais. Parti unique. Ce parti devient parti unique, pas d'opposition. Donc après les indépendances, après la mort du premier président gabonais, le PDG devient le seul parti, le parti unique gabonais, pas d'opposition, jusqu'à ce qu'on sait aujourd'hui, jusqu'à Olingi. C'est le PDG qui a régné sur le Gabon, parti unique, n'est-ce pas? Évidemment, il y a toujours eu des élections, n'est-ce pas? Comme je disais tout à l'heure.
Il y a toujours eu des élections, et les élections étant un outil, cet outil peut servir la démocratie, le partage démocratique du pouvoir et l'alternance, comme ces élections peuvent, en tant qu'outil, ne servir qu'à plébisciter le parti unique, la dictature, autrement dit. Le Gabon, donc. Parti unique, le PDG, parti unique après les indépendances, euh, alors même que le passage de la colonisation aux indépendances a vu s'opposer euh, au moins deux partis. Je vais passer vite parce que pour ne m'intéresser qu'au schéma d'ensemble, il est le même. Donc ça, c'est le Gabon. Je passe à qui? Le Sénégal. Le Sénégal. Le Sénégal de Senghor. Euh, le Sénégal. Pour aller vite, j'ai synthétisé ça quelque part, que je ne retrouve pas. Si, bien sûr, le Sénégal, l'UPS de Senghor, donc l'Union progressiste sénégalaise de Senghor, euh, euh, en face, le bloc des masses sénégalaises, créé par un certain Cheikh Anta Diop, opposé à l'UPS. Ce parti de Cheikh Anta Diop, hein, le bloc des masses sénégalaises le BMS, donc, de Cheikh Anta Diop est interdit, hein, sous Senghor, est interdit en 63, après les indépendances. Exactement le 14 octobre 63. En 66 au Sénégal, euh, l'UPS de Senghor, donc l'Union progressiste, l'Union progressiste sénégalaise de Senghor, fusionne avec le seul parti euh, qui, était, euh, euh, qui était admis sous Senghor, mais à condition d'être évidemment phagocyté, d'être fusionné à l'UPS, c'était le PR, le Parti du Rassemblement africain, d'Amadou Matambo, n'est-ce pas? C'est le seul parti d'opposition qui était toléré sous Senghor, n'est-ce pas? Euh, Évidemment, comme je disais, le Sénégal n'a pas connu de coup d'État, mais il y a eu ce fonctionnement aussi du parti unique euh, euh, qui excluait toute opposition, euh, jusque, comme dans tous les autres pays africains, jusque à une démocratisation beaucoup plus, au multipartisme à partir des années 80-90. Donc le Sénégal, UPS contre, entre autres, hein, je dis BMS, Bloc des masses sénégalaises de Cheikh Anta Diop, interdit. Le Cameroun, le Cameroun, l'Union nationale camerounaise, l'UNC, donc fondée par Amadou Ahidjo, en 66, parti unique. Alors, l'histoire de ce parti, des intellectuels ou de l'intellectuel qui était chargé de l'animer sur le plan politique est édifiante. Mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. De toute façon, il y a des éléments, comme je disais, sur lesquels il faudra revenir souvent, évidemment. Ce pas des choses euh, qu'on peut traiter en une fois et de façon exhaustive. Et en parenthèse, j'ai oublié de le dire, mais toutes ces réflexions personnelles que je propose seront reprises par écrit de façon plus serrée, euh,
ce qui est un exercice que je maîtrise peut-être mieux, n'est-ce pas, euh, que des vidéos. Et donc repris de façon plus serrée et beaucoup plus dense, bah, comme d'habitude, bah, à des fins de mémoire et de partage et donc de publication. Euh, donc le Cameroun, c'est le même schéma euh, après les indépendances. Même schéma du parti unique. Euh, L'Union nationale camerounaise, donc de Ahidjo, euh, qui devient, euh, après la mort de Ahidjo en 83, Paul Biya, donc, pardon, Paul Biya donc remplace, succède à Ahidjo et devient le chef de l'UNC, de l'Union nationale camerounaise. Et en 1985, le parti UNC change de nom et devient RDPC, parti unique, jusque là encore au discours de la Baule du multipartisme, euh, à l'ère des multipartismes, oui, en Afrique indépendante, dans les années 90, après la chute du mur de Berlin et la fin de la guerre froide, enfin la fin, oui, la fin de la guerre froide. Voilà, le Cameroun très brièvement, pour ne pas rentrer dans des détails croustillants. Euh, le Congo, les Zaïre, le Mobutu. Le MPR, Mouvement populaire de révolution, de la révolution, donc fondé en 67 par Mobutu. Euh, Pas Mobutu, pas seulement par Mobutu, Étienne Tshisekedi, père, hein, le père du président actuel du Congo, et Justin Bonkoko, Joseph Oudjourou, hein, le MPR, donc Mouvement populaire de la révolution. Parti unique. euh, c'est un parti sous Mobutu euh, où tous les Zaïrois, donc aujourd'hui congolais, bien sûr, tous les Zaïrois étaient censés appartenir dès leur naissance. De leur naissance, depuis leur naissance jusqu'à la mort, un Zaïrois qui est né appartient d'office à ce parti unique, hein, MPR, Mouvement populaire de la révolution. Le moboutisme étant l'idéologie du parti unique et du Zaïre, sous Mobutu. Le manifeste de l'Anzélé comme charte, n'est-ce pas, du moboutisme. Évidemment, j'en ai déjà parlé. Avant ça, il y a eu des élections, Patrice Lumumba, etc., pour passer de la colonisation, enfin de la période coloniale à l'indépendance. Toujours. La création de ce parti en 67 est précédée, bien sûr, du passage de la colonisation, de la colonisation aux indépendances, hein, en 60, où il y a eu des élections, comme dans les pays que je viens de citer. Donc, passons. Ça, c'est le Congo de Mobutu. Euh, Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Le Niger, par exemple. Le Niger encore. Le Niger. Euh, Deux partis s'opposent à la veille de l'indépendance. Le PPN-RDA, Parti progressiste nigérien dirigé par Diori Amani. Boubou Haman était le président de l'Assemblée nationale. Et puis l'UNIS, n'est-ce pas? L'Union nigérienne des indépendants et sympathisants, qui est un parti créé par les colons. Donc je dis, on est à la veille de l'indépendance.
créé par les colons pour contrer le parti progressiste de Diori Amani. Diori Amani au Niger, dont évidemment l'aéroport porte le nom et qui a été attaqué par des terroristes il n'y a pas longtemps, sous celui que vous savez, un des dictateurs du Sahel. Donc deux partis se sont affrontés à la veille de l'indépendance euh, euh, pour qu'à la fin l'indépendance soit proclamée par le PPN-RDA de Diori, le parti progressiste nigérien, qui proclame donc l'indépendance le 3 août 1960 et devient le premier président du Niger. Évidemment, Diori est renversé par Séné Kounché en 1974 et son CMS, le Conseil militaire suprême, qui a purgé, qui a effectué tellement de purges qu'il ne restait plus que lui seul et lui-même, comme organe dirigeant du Niger, donc parti unique, évidemment. Et puis depuis Diori, Kounché, vous connaissez la suite, c'est une série de coups d'État au Niger, jusqu'au général putschiste que vous connaissez aujourd'hui. Donc, même schéma. La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, alors sur la Côte d'Ivoire, sur Houphouët-Boigny, je vais revenir dans une vidéo prochaine avec la notion de lutte. La notion de lutte en Afrique. C'est intéressant de s'arrêter sur la Côte d'Ivoire, sur Houphouët-Boigny, et de le comparer à la lutte d'un Jomo Kenyatta au Kenya. Parce que c'est quelque chose qui à la fois les rapproche et les sépare. Houphouët-Boigny, vous voyez, a été député français à l'Assemblée nationale française. Comment il y est arrivé? Eh bien, par l'élection, là encore. Pas des élections, pas l'élection. Là encore, je répète, l'élection, même pour le méchant colon, c'était le seul moyen de choisir des représentants euh, euh, dans les colonies. Et même sous la colonisation, quand la France coloniale a voulu ouvrir, n'est-ce pas, euh, l'Empire ou l'Union française au territoire d'outre-mer, dont la Côte d'Ivoire et d'autres États, ben, il fallait bien passer par des élections pour trouver des représentants de ces territoires d'outre-mer, des colonies, pour aller siéger à l'Assemblée nationale française. C'est ainsi que Houphouët-Boigny, qui était un médecin et aussi un propriétaire, n'est-ce pas, agricole, enfin, c'est-à-dire un propriétaire de café, de champs de café et de cacao, a été élu. Parce que d'abord, pour son intérêt, ses intérêts personnels, il a créé un syndicat en 1944, le syndicat agricole africain, SAA, S2A, en Côte d'Ivoire, pour défendre les producteurs de café et de cacao contre les colons blancs qui accaparaient évidemment les terres, les plantations ivoiriennes pour eux-mêmes. Et donc la lutte d'Houphouët-Boigny est en cela d'abord personnelle. Un intérêt personnel était présent au début de sa lutte contre la colonisation. Donc Houphouët-Boigny a été élu comme député
il a créé en 1946 à Bamako, avec d'autres, dans une fédération d'États africains, de l'Ouest notamment, précisément, le RDA, le Rassemblement démocratique africain, donc, qui regroupait quoi, le Sénégal, le Mali, de Modibo Keïta, euh, la Haute-Volta, etc. Euh, la Côte d'Ivoire, après les indépendances, Houphouët-Boigny après les indépendances, a muselé l'opposition. Lui qui est passé par les élections, a été élu. Je passe rapidement parce que, comme je dis, je reviendrai. Euh, euh, le PDCI, le PDCI, le parti démocratique de Côte d'Ivoire. Donc c'est pour ça que le RDA on trouvait le RDA dans euh, chacun de ces pays. PDCI, RDA, au Burkina, en Haute-Volta, c'est pareil, Rassemblement démocratique africain, qui était remplacé en Haute-Volta en 66 par l'UDV, RDA, l'Union démocratique voltaïque. Hein, donc même le parti au Mali de Modibo Keïta, l'Union soudanaise RDA. Hein. Et donc le RDA était représenté dans tous ces pays. En précision, le RDA était affilié au Parti communiste français, qui soutenait aussi la lutte des colonies africaines, des territoires d'outre-mer, pour leur indépendance. Évidemment, sous la houlette du même Houphouët-Boigny, tous ces États se sont désaffiliés, ont quitté le Parti communiste en 50, 50, je vais dire une bêtise, en 50, en 50, 50, 52, 50, 1950. Euh, Sous la houlette, je dis, d'Houphouët-Boigny, pour faire sa cuisine tout seul en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Pour reprendre à la veille de l'indépendance et à l'indépendance les rênes du pouvoir en Côte d'Ivoire, à la tête donc du seul parti en Côte d'Ivoire indépendante, qui était le PDCI, qui est le PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire. En 63, 64, notamment en janvier 1963, Houphouët-Boigny organise, enfin, ou plutôt met en scène euh, une sorte de déstabilisation, comme on dirait. Et aujourd'hui, il a un coup d'État. Un coup d'État, il aurait été visé par une tentative de, de, de coup d'État euh, où était projetée sa mort et où aussi était projetée l'instauration du communisme en Côte d'Ivoire. Vous voyez, il y a eu plusieurs motifs, plusieurs raisons supposées euh, qui ont justifié l'arrestation, l'arrestation de tous les opposants, des intellectuels, des politiciens, etc. Une purge, une grande purge en Côte d'Ivoire, sous Houphouët-Boigny, ces années-là. Euh, euh, Toute partie d'opposition interdite, n'est-ce pas? Donc, le même Houphouët-Boigny, comme je disais, qui a profité de l'élection, enfin du principe démocratique de l'élection pour arriver à la fois pour être euh, député d'outre-mer, député africain à l'Assemblée nationale française, dans l'Union française, le même Houphouët-Boigny, devenu président de son pays, interdit
toute opposition. Et là encore, évidemment, les élections, c'était euh, des plébiscites, hein, comme en 65. 1965, Houphouët-Boigny se fait réélire, après les purges dont je viens de parler, euh, où il est plébiscité euh, avec un score, comme on dit, à la soviétique, près de 99%, quoi, puisqu'il n'y a pas d'opposition, n'est-ce pas? Euh, donc voici, enfin, c'est pas exhaustif, je vais m'arrêter là, parce que, c'est, comme vous voyez, c'est le même schéma, hein. Il y a des élections à la veille de... Ah bah le Ghana, ouais, le Ghana de Kwame Nkrumah. Ben, il faut quand même en dire un mot, rapidement. Le Ghana de Kwame Nkrumah, le père du panafricanisme. C'est pas mieux. Le système anglophone, sans doute, mais c'est c'est- c'est pareil. Des élections euh, euh, entre le parti de Kwame Nkrumah, le CPP, le Convention People's Party, convention, le parti de la Convention du peuple, euh, qui l'opposait au parti de Kofi Bouzia, euh, MLN, National Liberation Movement, hein, le mouvement de libération nationale, donc, qui a vu Nkrumah l'emporter euh, et proclamer en 57 l'indépendance du Ghana. Le MLN, c'était un parti plutôt, euh, comment dirais-je, des Ashanti, un parti plutôt ethnique, régionaliste. Et c'est sur ça que Kwame Nkrumah a joué aussi. Il était populaire parce que il parlait aussi plutôt de l'indépendance, hein, des Ghanéens, des Africains. Euh, et il leur disait, mais vous avez le choix entre le tribalisme du MLM, qu'est-ce que j'ai dit, du National Liberation Party, NLM, ok, NLM, et puis la liberté, hein, la liberté que je vous promets, l'indépendance. Il était populaire, Kwame Nkrumah, quand il a triomphé véritablement quand il a été élu. Mais une fois devenu président, là encore, c'est pareil le schéma. Euh, Parti unique, Kwame Nkrumah a été nommé, désigné le Zajevo, désigné, enfin le rédempteur, c'est ce que ça veut dire, désigné euh, président à vie, aussi bien du Ghana que du parti unique, le CPP. Président à vie, hein, parti unique. Euh, Ce qui lui a fait, entre autres, perdre beaucoup de sa popularité, au point que Kwame Nkrumah, déjà en 62, 1962, il échappe à un attentat. Il échappe à un attentat, après avoir visité d'ailleurs le Burkinabé Yameogo, Maurice Yameogo, dans le nord du Ghana. Hein, il échappe à un attentat. Sa voiture, il y a une explosion près de sa voiture en 62. En 64, Kwame Nkrumah fait un référendum, un semblant de référendum pour mettre fin au parti unique. Et les résultats sont truqués. Donc ça n'arrange pas les affaires, ça n'arrange pas la popularité d'une Kwame Nkrumah. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire sur Kwame Nkrumah parce que par rapport au panafricanisme, il est la contradiction par excellence du panafricanisme. C'est pour ça que quand nous parlons de nos héros, si nous en parlons avec un regard critique, non pas négatif mais critique, pour, pour en retirer ce qui est à poursuivre et laisser de côté le reste, ce serait bien pour l'Afrique, pour tout le monde. Kwame Nkrumah, oui, c'est le héros du panafricanisme, enfin le, le, le père du panafricanisme, du gouvernement africain, hein, avec ce motif avec lequel il a harcelé ses pairs au point d'être isolé.
qui le soupçonnait même de Nigeria en 1960, le représentant du Nigeria euh, à la deuxième conférence des États africains indépendants à Addis Abeba le soupçonnait. Lui a clairement dit qu'il n'était pas le Messie et que si le panafricanisme partait sur ces bases, eh ben, le panafricanisme était voué à l'échec. La contradiction, pourquoi? Parce que, euh, comme tout, comme tous les pères fondateurs d'ailleurs du panafricanisme, comme tous les chefs d'État africains post-coloniaux, euh, donc euh, versés dans le parti unique, plus ou moins totalitaire, euh, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas partager son pays euh, dans une unité africaine, dans une union africaine, si à l'intérieur, euh, on ne partage pas le pouvoir, on n'est pas prêt de le partager avec ses propres concitoyens. Là-dessus, je pense que c'est Jomo Kenyatta l'a bien, l'a, l'a- l'a bien perçu et a fait le travail d'abord, d'un partage d'abord du pouvoir, non pas du pouvoir, mais euh, d'une création d'abord, de travailler à l'union des Kenyans. Hein. Parce qu'au même moment où Houphouët-Boigny créait le RDA en Afrique de l'Ouest, hein, qui est une fédération entre États, entre États, Jomo Kenyatta, lui, travaillait à unir les Kenyans au sein du Kenyan African National Union. Hein. KAU, Kenyan African Union d'abord, interdit dans un premier temps, puis qui prend un autre nom, un KASU, Kenyan African Study Union, hein, pour passer mieux, n'est-ce pas? Et puis est redevenu Kenyan, le KANU, qui est le répondant exact du TANU de Nyerere, Tanganyika African National Union de Nyerere, n'est-ce pas? Avant l'union en Tanzanie avec le Zanzibar dont je vous parlais, euh, donc le CANU de Jomo Kenyatta, premier ministre après les élections, puis premier président du Kenya en 63, euh, qui a convaincu Moi, un certain Moi, Arap Moi, qui était du CADU, le parti concurrent, hein, du CANU de Jomo Kenyatta, qui a convaincu donc Arap Moi de le rejoindre, hein, pour gouverner le pays, et Arap Moi qui a succédé à Kenyatta après sa mort en 78, euh, et qui a instauré une dictature féroce du parti unique. Une dictature du parti unique, euh, là aussi. Donc voilà, donc sans être... Mais c'est passionnant, n'est-ce pas? Vous voyez, je, je raconte, je raconte le peu que je sais. Euh, donc tout ça pour montrer encore une fois que la démocratie n'est pas la règle en Afrique post-coloniale. Le multipartisme n'est pas la règle, jamais. La règle, c'est le parti unique, même avec des élections. Mais ces élections servent à plébisciter le parti unique. La démocratie ou le multipartisme n'ont été qu'une exception. À partir des années 90, discours de la Baule, à la fin de la guerre froide, dans la plupart des pays africains. Euh, Parce que je dis ça parce que j'entendais une fois l'intellectuel camerounais Achille Bembe. Enfin, je ne l'ai pas entendu directement, mais c'était sur RFI, je crois, qui relayait ses propos. Achille Bembe
aurait dit que avec les coups d'État au Sahel, les coups d'État répétés en Afrique de l'Ouest, on était en train de vivre, disait-il, euh, une crise de la démocratie ou du multipartisme en Afrique. C'est pas vrai. La crise, c'est la démocratie en Afrique. La démocratie n'est pas en crise. Le multipartisme n'est pas en crise parce que le multipartisme n'est pas et la démocratie ne sont pas la règle. Ils sont l'exception en Afrique. Ce qui est la règle, c'est le parti unique, ce sont les coups d'État, comme je viens de vous donner des exemples. Vous pouvez toujours, par vous-même, les multiplier, quasiment dans tous les pays. Après les indépendances, c'est parti unique ou coup d'État. Le Ghana dont je parlais, le Nigeria, des séries de coups d'État, etc. C'est pas la démocratie qui est en crise. La démocratie, à la fin de la guerre froide, a été la crise. C'est-à-dire ce qui est venu, comme toute crise, ce qui est venu troubler l'ordre régulier. L'ordre régulier étant le parti unique, étant euh, les coups d'État. Le parti unique ou les coups d'État. Ça, c'est la règle. Donc, encore une fois, je reviens à ma question de départ. La démocratie n'étant pas la condition et ne pouvant pas, aujourd'hui comme hier, être la condition d'une adhésion des États africains à une union ou une unité africaine, une organisation euh, comme l'UA ou comme la CEDEAO, ne peut pas être la norme, euh, ne peut pas être évoquée par des supposés gardiens de la démocratie, puisqu'il n'y a pas, il n'y a pas de... pour pouvoir... C'est, au sein de ces organisations-là, qui c'est qui pourrait donner des leçons à son voisin? Dites-moi. C'est très rare, n'est-ce pas? À part les quelques 2, 3 pays que j'ai cités. Sénégal, l'Afrique du Sud, peut-être le Kenya, voyez, qui n'ont pas, qui s'efforcent de maintenir des systèmes, oui, même dans la violence, mais des alternances, hein, de partage du pouvoir, des alternances démocratiques, quel que soit ce qu'on raconte. Euh, Il n'y a pas, il y a pas de démocratie en Afrique. Euh, donc, cela explique aussi d'ailleurs l'inefficacité des sanctions de l'UA et et de la CEDEAO, n'est-ce pas? Cela explique la difficulté à sanctionner des États qui, qui parviennent, enfin des dirigeants qui parviennent au pouvoir de façon non constitutionnelle. Et là encore, euh, nos constitutions sont exactement dans la même posture que le droit international dont je parlais, j'évoquais la dernière fois. La faiblesse du droit international euh, euh, qui ne protège pas ou qui donne l'illusion aux États faibles d'être souverains. La souveraineté tant vantée et tant chantée par les dictateurs du Sahel, l'ADS, l'Alliance des dictateurs du Sahel, repose sur l'illusion du droit international, n'est-ce pas? Mais eux-mêmes savent très bien que cette faiblesse du droit international reflète ou rappelle la faiblesse de nos constitutions. Nos constitutions sont bien faibles, même bien élaborées par des juristes, par des... Voilà. Et elles sont faibles par rapport à nos dictateurs, à nos putschistes. C'est la même chose du droit international. Ce qui les caractérise, constitution comme droit international, c'est leur faiblesse. Leur faiblesse. Et donc, par rapport à ces faiblesses, le mot d'ordre souverainiste de l'ADS, l'Alliance des dictateurs du Sahel, le mot d'ordre souverainiste, la lutte pour la souveraineté, finalement est fondée, hein, je le disais encore,
Et pour terminer, est fondée sur deux faiblesses, c'est-à-dire la faiblesse du camp qu'ils choisissent, du camp idéologique qu'ils choisissent, ce qui est le camp des faibles, et la faiblesse du seul droit qui leur donne illusion d'être souverains chez eux, le droit international. Donc on ne peut pas sauvegarder, assurer sa souveraineté par deux faiblesses, n'est-ce pas? Pour terminer, je vais vous citer quand même, puisque là encore, on récite des noms de nos héros. J'ai parlé de Frantz Fanon une fois. Je vais vous citer dans les dernières pages du bouquin de Frantz Fanon. Je ne sais pas si on voit bien. Ah non, puisque c'est flouté. Ma caméra est floutée l'arrière-plan. Peau noire, masque blanc, un petit livre. Dans les dernières pages de conclusion de Frantz Fanon, Frantz Fanon dit « Je ne suis pas prisonnier de l'histoire. » Je vous le cite exactement, j'ouvre le bouquin et je vous cite. Entre autres, hein, pour conclure, je ne suis pas non, je recommence même, je reprends, je vais citer plus longuement. Ma vie ne doit pas être consacrée à faire le bilan des valeurs nègres. Hein? Ma vie ne doit pas être consacrée ou réduite, ça c'est moi qui le dis, à faire le bilan des valeurs nègres. Il n'y a pas de monde blanc. Il n'y a pas d'éthique blanche. Pas davantage d'intelligence blanche. Autrement dit, l'intelligence n'a pas de couleur, n'est pas réservée qu'aux blancs. Le monde n'est pas qu'aux blancs. L'éthique n'est pas que blanche. Il y a de part et d'autre du monde des hommes qui cherchent. Des hommes qui cherchent. Et c'est là que je voulais commencer. Je ne suis pas prisonnier de l'histoire. Je ne dois pas y chercher le sens de ma destinée. Autrement dit, je ne dois pas chercher le sens de ma destinée dans le passé. Donc je ne suis pas prisonnier. Je dois me rappeler à tout instant que le véritable saut, et il souligne le mot saut, S-A-U-T, si vous voulez, la véritable révolution, le véritable saut, hein, un saut en avant, n'est-ce pas, pas un saut en arrière. Même un crapaud ne sauterait pas, ça c'est moi qui commente, hein. Un crapaud ne saute pas en arrière, n'est-ce pas, mais un saut, un bond en avant. Hein, je reprends. Donc je dois me rappeler à tout instant que le véritable saut consiste à introduire l'invention dans l'existence. Le véritable saut consiste à introduire l'invention dans l'existence. Autrement dit, la véritable révolution, consiste à inventer, à créer du nouveau dans l'existence. En général, dans l'existence humaine, aussi bien dans l'existence humaine que dans l'existence, dans nos existences, dans l'existence de nos États, dans nos propres existences. L'inventivité, l'invention du nouveau. Et c'est pour ça que je vous disais, si nous critiquons la démocratie, eh bien, inventons. Inventons autre chose. Inventons du mieux, n'est-ce pas? Si nous critiquons la démocratie, ben, tout en nous repliant sur l'histoire dont nous restons prisonniers sans rien inventer, n'est-ce pas? Sans rien inventer. Et que nous parlons de révolution qui reconduit la dictature que nous opposons, que nous préférons à la démocratie, au peu de liberté et de dignité de l'homme que l'état de droit et la démocratie promeuvent, eh bien, je vous salue, à très bientôt.